D'un côté, il y a ceux qui créent des codes que personne ne peut lire. De l'autre, ceux qui essaient de les casser. C'est un jeu du chat et de la souris qui dure depuis des siècles. Un véritable duel d'ingéniosité qui a littéralement changé le cours de l'histoire et qui nous laisse, encore aujourd'hui, face à des mystères qui semblent tout simplement insolubles. Alors imaginez un peu, en 1666, quelqu'un écrit une lettre à propos d'un livre ancien et laisse cette phrase presque comme une provocation. Ces sphinx n'obéissent qu'à leur maître. En gros, c'est un avertissement. Le secret de ce livre est si bien gardé que seul son créateur peut le comprendre. Et voilà, ça fait plus de 600 ans que cette énigme nous nargue. Et si on ouvrait ce fameux livre? Eh bien, à l'intérieur, oubliez tout ce que vous connaissez. Il n'y a pas de texte familier, non. C'est un monde qui défie toute logique. On y trouve des plantes qui n'existent nulle part, des cartes du ciel avec des constellations inconnues, des personnages étranges qui se baignent dans des réseaux de tuyaux hyper complexes, et partout, sur chaque page, cette écriture si fluide, si élégante, mais absolument indéchiffrable. Voilà, le cœur du problème, il est là, résumé en 3 faits bruts. On a un livre vieux de 600 ans, il est écrit dans une langue inconnue, et, à ce jour, pas un seul mot n'a pu être déchiffré. 0. Alors, ce livre, quel est-il? C'est le fameux manuscrit de Voynich. Et c'est sans doute l'objet écrit le plus bizarre, le plus mystérieux qui nous soit jamais parvenu. Bon, qu'est-ce qu'on sait? Avec certitude. Pas grand-chose, mais c'est solide. D'abord, le parchemin a été daté au carbone, début du XVe siècle. L'écriture, qu'on a surnommée le voynichois, est un mystère complet. Mais le plus fou, c'est ça. Les plus grands cryptanalystes du monde, ceux-là même qui ont réussi à casser les codes nazis pendant la guerre, eh bien, ils s'y sont tous attaqués. Et ils ont tous échoué. Tous. Alors, face à un mur pareil, la question se pose, forcément. Comment est-ce qu'on s'y prend? Par où on commence pour essayer de déchiffrer un code qui a tenu en échec les plus grands esprits pendant si longtemps? Pour y répondre, il faut faire un petit détour. On va devoir jeter un œil à la boîte à outils des décrypteurs. Entrer dans le monde de la cryptanalyse. C'est en quelque sorte l'art de trouver du sens là où il n'y a que du chaos. La cryptanalyse, qu'est-ce que c'est au fond? C'est tout simplement la science qui consiste à chercher les failles. Le but du jeu, c'est de lire un message sans avoir la clé, en traquant la moindre faiblesse, le moindre motif, la plus petite habitude qui se serait cachée dans le code. Et dans cette boîte à outils, l'outil numéro 1, le plus basique mais aussi le plus puissant, c'est l'analyse fréquentielle. L'idée est d'une simplicité géniale. En fait, chaque langue a comme une empreinte digitale. Prenez le français, la lettre E est partout, tout le temps. Donc si on a un message codé, il suffit de compter quel symbole revient le plus souvent et on a de bonnes chances que ce soit un E. C'est une première porte d'entrée. Le processus est assez simple en fait. D'abord, on compte la fréquence de chaque symbole dans le message. Ensuite, on compare ça avec la fréquence des lettres dans la langue qu'on pense être la bonne. On fait une supposition, par exemple. Ok, ce symbole bizarre qui apparaît tout le temps, c'est sûrement un E. Alors on le remplace et on regarde si des motifs, des débuts de mots commencent à apparaître. C'est un peu comme un sudoku mais avec des lettres. Et attention, cette technique, ce n'est pas une invention moderne, loin de là. Elle a été décrite pour la première fois au IXe siècle par un savant arabe, Al-Kendi. Et pendant plus de 1000 ans, c'était l'arme secrète des décrypteurs. Une quantité incroyable de secrets ont été révélés grâce à cette simple idée. Ça a marché pendant 1000 ans, jusqu'à ce que tout change au XXe siècle. Avec la Seconde Guerre mondiale, le jeu d'esprit s'est transformé en une véritable course à l'armement. Mais une course à l'armement technologique, où le secret n'était plus juste un avantage, c'était devenu l'arme la plus puissante de toutes. Et là, le saut technologique est radical. On est passé des codes papier-crayon, avec leurs motifs et leurs faiblesses prévisibles, à de véritables monstres électromécaniques comme la fameuse machine Enigma. Le truc génial avec Enigma, c'est que ses rotors changeaient le code à chaque lettre que l'on tapait. Du coup, l'analyse de fréquence, complètement inutile. On pouvait taper A 2 fois de suite et la machine sortait, je ne sais pas, un X puis un Q. C'était un casse-tête total. Et pourtant, même ce monstre a été vaincu. À Bletchley Park, au Royaume-Uni, des cryptanalystes alliés ont réussi l'impossible. Ils ont cassé Enigma. L'information qu'ils ont obtenue, nom de code Ultra, a été tellement décisive que les historiens pensent qu'elle a raccourci la guerre d'au moins 2 ans. C'est énorme. Et l'ironie dans tout ça, la plus grande faille d'Enigma, ce n'était pas la machine elle-même, c'était l'humain. Des opérateurs radio allemands un peu paresseux qui réutilisaient les mêmes réglages jour après jour et qui ont créé sans le savoir des petites failles que les génies de Bletchley Park ont su exploiter. Donc, voilà la leçon à retenir. Enigma, c'était une machine brillante, révolutionnaire même. Mais elle n'était pas parfaite, elle était cassable.
Ce qui nous amène tout naturellement à la grande question. La question à 1 million. Est-ce qu'il existe un code parfait? Un code vraiment absolument inviolable? Eh bien, la réponse, aussi surprenante soit-elle, est oui. Ce code existe. Ça s'appelle le masque jetable, ou one-time pad en anglais. Et quand il est utilisé correctement, sa sécurité n'est pas juste très bonne, elle est mathématiquement parfaite, inviolable. Ce n'est pas une idée qui est sortie de nulle part. Elle a germé à la fin du 19e siècle dans l'esprit d'un banquier. Elle a ensuite été adaptée pour les machines de télétype, puis pour des versions papier, et finalement, dans les années 40, le grand mathématicien Claude Shannon a posé la preuve mathématique irréfutable, oui, ce système est parfaitement sécurisé. Mais attention, cette perfection absolue a un prix. Elle ne fonctionne que si on respecte des règles d'or très strictes. Premièrement, la clé de chiffrement doit être complètement aléatoire. Deuxièmement, elle doit faire exactement la même longueur que le message. Et troisièmement, la règle la plus cruciale de toutes, une fois qu'une clé a servi, même pour un seul message, elle doit être détruite, définitivement. On ne la réutilise jamais. Et c'est là qu'est tout le problème. L'expert en sécurité Bruce Schneier a une phrase géniale pour résumer ça. Il dit « C'est le seul cryptosystème dont la sécurité est prouvée. Et il est aussi quasiment inutilisable. » Pourquoi ? Pensez-y. Le problème logistique est un vrai cauchemar. Comment faire pour donner au destinataire, de manière 100% sécurisée, une clé qui est aussi longue que tous les messages que l'on va s'envoyer? C'est le serpent qui se mord la queue. Ok, maintenant qu'on a fait ce petit tour d'horizon des codes du plus simple au code parfait, revenons à notre manuscrit, le Voynich. Finalement, à quelle catégorie appartient-il? Est-ce qu'on est face à un code parfait ou à un canular tout aussi parfait? Et c'est là que le mystère s'épaissit encore, parce que le texte du Voynich, ce n'est pas juste du charabia écrit au hasard. Pas du tout. Il suit des lois statistiques très précises, des lois qu'on retrouve dans toutes les langues humaines connues. Il a la musicalité, la structure d'une vraie langue. Sauf que, quand on essaye d'analyser cette structure, elle ne correspond à rien. Absolument rien de ce qu'on connaît. Du coup, il reste plusieurs grandes théories sur la table. Première option, c'est un code, un chiffre extrêmement bien fait qui, pour l'instant, nous résiste. Deuxième option, c'est une langue construite, une sorte d'espéranto du Moyen-Âge, ou alors une vraie langue naturelle qui a tout simplement disparu. Et puis il y a la troisième grande théorie, celle des sceptiques. Ce n'est rien de tout ça, c'est juste le plus grand, le plus beau, le plus sophistiqué des canulars jamais créés, peut-être pour arnaquer un collectionneur un peu trop crédule. Alors, au final, qu'est-ce qu'on a? Un secret parfaitement gardé depuis 600 ans, ou une absence totale de secret, mais mise en scène de façon magistrale. Le manuscrit de Voynich reste là, silencieux, et il continue de nous poser cette question. Et la vraie question, c'est, est-ce qu'un jour il daignera enfin nous donner sa réponse ?